Energaia 2022. Photovoltaïque, quel sera le marché l'an prochain? Bonne question. Alors, pas de boule de cristal ici, rassurez-vous, mais des experts qui vont nous donner leur vision et qui vont aussi répondre à vos questions. J'espère qu'on aura ce temps-là avec vous dans la table ronde. Alors avec eux, nous aurons une meilleure vision de la dynamique, en tout cas c'est ce que nous leur avons demandé, une dynamique à l'œuvre sur les marchés européens et français à très court terme, donc 2023, et puis vous en doutez, on va en parler aussi sur le moyen terme. On verra comment se situe la France dans cette dynamique. Va-t-on accélérer? Va-t-on stagner? Perdre encore un peu plus de terrain par rapport notamment à nos voisins européens? Dit autrement, la loi dite d'accélération des énergies renouvelables risque-t-elle d'être une loi de freinage, pour reprendre la formule d'il y a quelques jours du président du syndicat des énergies renouvelables? Alors pour le photovoltaïque, il y a consensus. En tout cas, nous n'atteindrons pas l'objectif inscrit dans la programmation pluriannuelle des investissements de l'énergie, un objectif de 20 gigawatts de puissance installée en 2023. Nous étions à un peu plus de 15 gigawatts en milieu d'année. Donc je ne sais pas si on aura des derniers chiffres de cette année, mais je ne pense pas qu'on soit sur la bonne trajectoire et je ne suis pas le seul à le penser. Mais ne désespérons pas. Première séquence dans cette table ronde, quelle est la dynamique observée fin 2022 et donc quels indices pour les prochains mois? Et je me tourne d'abord vers vous, François Versini-Campinchy. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, au sein du cabinet d'avocats parisien LPA-CGR, vous êtes associé en droit de l'énergie. Et dans le secteur des renouvelables, vous œuvrez surtout dans le solaire et aussi dans l'éolien, en conseil sur la phase de développement, ainsi que le financement et l'acquisition de projets. Et les contentieux, malheureusement. Et du contentieux. Donc, aujourd'hui, vous ouvrez cette table ronde, car vous allez nous aider à y voir clair dans les promesses d'accélération, j'en parlais, du législateur. Alors, encore des mots, toujours des mots, ou est-ce que c'est une autre chanson ? Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a demandé d'ouvrir la table ronde sur les aspects légaux, réglementaires, avec le foisonnement de textes que vous avez dû voir passer ces derniers mois. Et des textes pour lesquels la plupart s'appellent accélération des ENR. Alors, on terminera par le PJL accélération, qui n'en est plus vraiment un, effectivement. Avant ça, un petit retour sur effectivement, dans les annonces gouvernementales, les annonces étatiques sont positif depuis 6 mois. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de développement du solaire, les objectifs de la PPE qui n'y seront pas, l'objectif à moyen terme de développer le solaire. Et il y a aussi les mesures d'urgence actuelles face à la crise énergétique, la problématique ukrainienne. Et la réponse du gouvernement à cet enjeu-là. Et c'est ce qui est Alors, il y a un petit problème d'affichage. Je ne sais pas en régie si vous pouvez nous arranger ça, parce que on n'a pas la bonne diapo de François Versini. Sans même attendre l'affichage, on ne peut pas commencer sans parler à très court terme de ce que le gouvernement a quand même lancé. L'objectif du gouvernement, c'est que les projets sortent et que les projets sortent aujourd'hui. Et que les développeurs ne les gardent pas en attendant, notamment en réponse à la hausse des capex, la hausse des taux. Le gouvernement a besoin de projets aujourd'hui pour cet hiver, pour l'hiver prochain. Et donc ça, c'est le paquet de mesures d'urgence, notamment... la principale mesure, les fameux 18 mois, l'extension des délais d'achèvement sur tout ce qui est appel d'offres creux, la possibilité d'injecter sur le réseau et donc de bénéficier des tarifs actuels hauts, sachant, et c'est toujours maintenu dans le projet de loi de finances aujourd'hui, que cette possibilité d'injection, donc sur toute cette période jusqu'au délai d'achèvement, ne sera pas capée, on va parler au conditionnel parce que les lois ne sont pas encore définitives, ne serait pas capé par les 100 € qui sont prévus dans le PLF pour la période 2022 et 2023 surtout. Donc possibilité d'injecter avant d'obtenir son complément de rémunération, ce qui est censé permettre aux porteurs de projets de ne pas attendre la baisse des capex et de sortir les projets aujourd'hui. Donc mesure d'urgence immédiate qui a priori a été accueillie relativement favorablement, même si certains, on entend, ne pourront pas forcément sortir tous les projets, notamment. Il y a éventuellement plus de problématiques en éolien qu'en solaire là-dessus. En tout cas, j'en ai entendu plus en éolien qu'en solaire. Une accélération, donc ça c'est l'option marché, permettre aux porteurs de se refaire des marges sur le marché avec les tarifs d'électricité actuels hauts et ne pas être capé par son propre complément de rémunération. Ça, c'est une première mesure.
Une autre mesure relativement emblématique qui a été sortie très récemment, le décret du contentieux solaire, tous les parcs solaires de plus de 5 MW, une réduction très forte des délais contentieux. Alors on sait qu'en solaire, le contentieux est un peu moins fort qu'en éolien, mais il est quand même existant dans certains départements, dans certaines régions. C'est compliqué de sortir un parc. Alors les parcs de plus de 5 MW, ça va surtout être des centrales au sol. Dans les régions donc, où il y a éventuellement des problématiques d'acceptabilité dans le sud-ouest, notamment les problématiques de défrichement, sachant que ça concerne aussi les refus. Donc c'est une accélération de la phase contentieuse. Les juridictions sont censées trancher en 10 mois les dossiers, sinon le dossier passe à la juridiction supérieure. Alors, on va voir les faits. C'est sorti le 29 octobre, c'est le décret du 29 octobre. C'est censé s'appliquer à toutes les autorisations et refus à compter du 1er novembre. Donc on n'a évidemment aucun recul sur la mesure. On sait que les magistrats étaient très contre et sont souvent très contre ces mesures. On va espérer qu'ils ne vont pas jouer au plus fin en refusant de trancher les dossiers qui vont remonter automatiquement au Conseil d'État. Oui, en fait, ça peut être ça, refiler la patate chaude et finalement rester bloqué, mais à un autre strate. C'est ça. Tout remonterait au Conseil d'État. On ose croire que non. Je pense qu'on peut avoir une vision un peu positive du sujet et le fait que les juridictions accélèrent le traitement de ces dossiers. La problématique est toujours la même et on peut en parler sur les autres points. C'est que le retour des magistrats est aussi, vous exigez, il faut savoir qu'aujourd'hui des juridictions tranchant en 24 mois, au tribunal administratif il faut 24 ou plus, 24, 30, 36 mois pour trancher les dossiers. Aujourd'hui ce sera 10 mois. Le message des juridictions c'est aussi, si vous ne donnez pas plus de magistrats, en fait vous pouvez faire tous les textes que vous voulez sur les délais, de toute façon on ne pourra pas aller réellement plus vite. Donc on va voir à l'usage comment ça se passe. En tout cas il y a une vraie démarche de simplification et d'accélération procédurale ici, qui reste à mettre en œuvre, mais qui reste globalement un aspect positif. Au niveau communautaire, et on terminera par le PGE et l'accélération, au niveau communautaire, il y a actuellement le débat sur le règlement communautaire d'accélération des ENR qui porte notamment et en particulier sur le solaire. Ça, c'est la suite de REPowerEU, des objectifs solaires extrêmement élevés de la Commission européenne exprimés au printemps dernier à la suite du démarrage de la guerre en Ukraine. Un objectif de simplification. Alors, il y a des débats au Conseil européen, très clairement. Les textes ne sont pas encore arrêtés. Il y a du débat à peu près le même, moins fort, mais celui qu'on va avoir sur le PGE et l'accélération au Parlement français. Mais il y a un objectif de simplification procédurale du permitting, en particulier sur le solaire en toiture et sur le repowering. C'est-à-dire des choses qui, a priori, font consensus. Alors, c'est ça le problème, c'est que les grands textes qui réunissent tout le monde, on va faire le consensus sur des petites choses. Mais au moins, ça devrait apporter des éléments, des objectifs de simplification de délai maximum d'instruction de 6 mois pour les projets, sans, notamment sur le repowering, sans évaluation environnementale. Et on termine par le grand texte qui était très attendu, évidemment, le PJE, l'accélération, qui a été présenté en septembre, qui est actuellement en première lecture à l'Assemblée. La séance, c'est depuis lundi, c'est jusqu'au 16 décembre. Et on va essayer quand même d'être positif. Il y a des éléments positifs dans ce texte, on ne va pas le nier. J'en ai relevé quelques-uns, j'ai fait une petite liste ce matin. L'avis simple de l'ABF sur les toitures solaires, bon, c'est pas mal. La définition du repowering qui va aider également. Le fonds de garantie, la possibilité d'implanter autour des autoroutes et voies à grande circulation de manière plus simple que l'usine à gaz actuelle du Code de l'urbanisme. Là, on aura une dérogation solaire dans le périmètre des 75 mètres des autoroutes, beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la version actuelle. Les friches en loi littorale, une disposition qu'on avait déjà eue dans la loi climat et résilience qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel et qui est revenue, donc on l'attendait bien sûr, mais ça c'est évidemment positif. L'obligation de solarisation des parkings à plus de 2500 m², qui est également positif, d'ombrières solaires, avec des conditions, des dérogations sur lesquelles les syndicats essayent de travailler pour réduire évidemment la possibilité d'y échapper, mais c'est quand même une simplification, en tout cas une extension de la possibilité de développement. Les modifications de PPRI, il y a pas mal de problèmes sur des plans de prévention des risques, notamment inondations, des possibilités de faire des dérogations plus simples pour le préfet plutôt que de mettre en œuvre des révisions de PPRI qui sont extrêmement longues. Un régime légal de la grille PV qui est quand même positif en soi, mais on va vite y revenir dans la case négative malheureusement. Et l'élément d'acceptabilité, la réduction de la facture du côté des fournisseurs pour les riverains qui avait été retoqué, présenté par le gouvernement en septembre, retoqué au Sénat, remise dans la loi par la Commission à l'Assemblée nationale, qui reste un élément positif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a eu et la volonté malheureuse du gouvernement de vouloir absolument faire consensus sur ce texte, et donc de ramener tout le monde avec des voix très très divergentes, on ne retient malheureusement aujourd'hui, on ne voit que les aspects négatifs de la loi. Une planification à outrance, donc ce qui a été apporté par le Sénat et confirmé à l'Assemblée, un plan territorial de paysage
qui va être une nouvelle usine à gaz de planification avec toutes les strates de collectivité. Les zones d'accélération déterminées, là aussi, avec le débat actuel, je crois que c'est aujourd'hui le débat sur le fait de savoir si les communes doivent donner un avis conforme sur ces fameuses zones d'accélération. Donc une nouvelle planification qui, évidemment, on pense à l'éolien, mais qui concernerait toutes les ENR, le solaire. Oui, c'est ça. Est-ce que là, le photovoltaïque n'est pas le dommage collatéral d'affrontement sur l'éolien terrestre? Alors, l'éolien génère assurément le plus de débats, mais le photovoltaïque, on va le voir avec l'agri-PV, est également largement impacté par ces sujets-là, ce qui, moi, m'a un peu surpris, je dois dire, qu'il soit autant impacté. On aurait pu se dire que les débats très forts sur l'éolien onshore feraient que automatiquement le photovoltaïque viendrait non pas remplacer à 100%, mais au moins compenser, au moins dans l'esprit du législateur, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque chez beaucoup de députés et de sénateurs, c'est l'éolien en toiture qui est censé faire l'objectif, avec l'éolien offshore en gros. L'éolien terrestre. L'éolien offshore et le photovoltaïque en toiture sont les deux. Effectivement, le solaire aurait eu vocation à remplacer l'éolien onshore dans l'esprit du législateur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Effectivement, le solaire au sol est problématique aussi. Donc, la planification qui va être un sujet, qui est une nouvelle strate territoriale. L'éolien fait de la planification depuis 20 ans, ça n'a jamais été un facteur d'accélération, soyons très clairs. D'autant plus si, et c'est une des craintes, que les fameuses zones d'accélération excluent tout le reste. Alors il y a eu un amendement, je le précise, qui a été rejeté hier. Des députés voulaient que les zones d'accélération soient les seules zones possibles et qu'on exclue automatiquement le reste. Ça a été rejeté. Le problème, ça va être l'approche des services instructeurs. On l'a bien vu en éolien, on a de la planification non contraignante et concrètement, quand vous allez voir une DREAL en dehors d'une zone favorable, on vous explique que vous n'avez rien à faire là, alors même que ce n'est pas une contrainte et que juridiquement, il n'aurait pas à vous l'opposer comme un PLU interdisant. Donc on a des strates de planification importantes. Donc un régime agrivoltaïque qui, pour l'instant, en tout cas en l'état du texte qui est sorti de la commission, est problématique. Le pire étant l'avis conforme des CDPENAF, c'est-à-dire que ça va être de la codécision entre les maires, les préfets et les CDPENAF qui décideront des projets. Évidemment. Vous rappelez ce que c'est la CDPENAF? C'est dans Commission chaque départementale des espaces naturels, CDPENAF, naturels, agricoles et pastoraux, forestiers. Le poids de la Chambre d'agriculture sera déterminant dans Exactement, donc ça va ces... dépendre évidemment des CDPENAF en fonction des secteurs, mais il peut y avoir un très gros levier de blocage. Et là où on est, là, il faudrait que le préfet ou le maire fasse la synthèse. La CDPENAF serait évidemment consultée, mais qu'elle soit consultée à titre d'avis, certes obligatoire, mais non conforme. Là, pour l'instant, elle a voix au chapitre et elle a droit de vie et de mort sur les projets. Des autorisations à durée déterminée. C'est dans le principe de la loi. Vous aurez une autorisation pour une centrale agri-PV, mais à durée déterminée, ce qui paraît un peu aberrant, puisque l'agri-PV est censé être un équipement agricole en zone agricole, donc il n'y a pas véritablement de raison, avec dans l'esprit une obligation de démantèlement. Donc c'est vraiment l'esprit de contrôle, de vouloir absolument encadrer les choses. Pour le législateur en l'état du texte, l'agri-PV, c'est quand même une exception, ça doit être une dérogation, ce n'est pas la norme, alors qu'on fait un équipement agricole sur un terrain agricole dans une zone agricole, ce qui est un petit peu curieux. Et l'obligation de démantèlement en cas d'arrêt de l'activité dans un certain délai, tout ça évidemment à déterminer par les décrets, donc évidemment ça va aussi dépendre des dispositions d'application, mais un encadrement extrêmement fort qui montre une volonté de contrôle très fort et qui n'est pas vraiment la libéralisation et l'accélération de ce type de projet. J'en termine par l'impossibilité aujourd'hui dans la loi de faire du PV après un défrichement, qui serait un principe législatif. Donc on pourrait faire une usine, un site Céveso après défrichement, il n'y aurait pas de problème. On ne pourrait pas en revanche pas faire de centrale PV après défrichement. Très gros sujet ramené par le Sud-Ouest, par les élus du Sud-Ouest, et repris pour le coup par le ministère. C'est tout le problème, c'est que ce n'est pas uniquement les groupes parlementaires. Le ministère porte ce texte-là. Et évidemment, la suppression de l'intérêt public majeur pour les ENR, donc c'est pas que le solaire, mais le solaire est dedans, supprimé par la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un sujet, c'est censé simplifier les dérogations espèces protégées. Dans l'esprit du législateur, pour l'instant, c'est l'idée que si c'est présumé d'intérêt public majeur, tous les projets vont passer. C'est juste oublier qu'obtenir une dérogation espèces protégées, il y a bien d'autres conditions, bien d'autres critères à respecter, et que le fait de cocher cette case-là ne veut pas dire que tous les projets vont sortir. Donc on ne retient malheureusement que ça aujourd'hui, effectivement. Merci François Verselli. Bon, c'est moyennement probant l'accélération, mais on va y venir. Juste avant de vous passer la parole pour 2-3 questions courtes de compréhension de ce que vient de dire François Verselli. Donc on va avoir dans quelques instants Naomi Chevillard en visio finalement
depuis Bruxelles pour nous donner la vision peut-être du marché du photovoltaïque au niveau européen. Mais donc, 2-3 questions. Donc, il y en a une devant moi. Je vous tends directement le micro pour gagner du temps. Vous pouvez vous présenter. Pascal Poggi pour Batirama. Est-ce qu'un règlement européen n'est pas supérieur à une loi française? Auquel cas, pourquoi est-ce qu'ils discutent en ce moment à l'Assemblée? À quoi ça sert l'Assemblée? Alors le champ, si c'est le débat sur le règlement actuellement en discussion au Conseil européen, son champ et les dispositions qui sont censées en sortir sont beaucoup moins larges que le PJE, l'accélération. On ne traite pas de l'agrivoltaïsme, on ne traite pas de la problématique du défrichement. Au niveau du règlement européen, vous avez tout à fait raison, le règlement européen va s'imposer partout. Le législateur aura l'obligation, il aura l'obligation de mettre en œuvre par décret, par arrêté, des procédures accélérées au niveau des permittings qui sont concernés, donc notamment les centrales en toiture ou le repowering. En revanche, tout le reste peut-être entre les mains du législateur national, et il n'y aurait pas... Alors, au niveau des objectifs, on pourrait dire qu'il contrevient, mais il n'y aurait pas d'affrontement entre ce règlement-là et tout ce qu'il y a de problématique, notamment sur l'agrivoltaïsme ou la planification. Sur l'intérêt public majeur, c'est un peu différent, mais c'est discuté au niveau du règlement européen aussi. L'intérêt public supérieur des ENR est contesté également au niveau européen. Donc la problématique est là aussi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va retrouver Naomi Chevillard. On vous voit à l'écran, Naomi. Bonjour à vous. Alors, oui. Merci déjà. Merci à vous. Et juste peut-être déjà vous présenter un tout petit peu. Vous êtes responsable des affaires réglementaires au sein de Solar Power Europe, qui rassemble 280 organisations de la filière solaire. Et vous allez nous donner un peu les principaux éléments de votre panorama du marché du photovoltaïque en Europe, en avant-première. Mais là, pour 2022, la fin 2022, ça donne quoi? Je peux vous donner quelques impressions, mais comme vous savez, on est en train de finaliser notre rapport sur l'état du marché dans l'UE en 2022. Il sera publié le 19 décembre. On va le présenter en webinaire avec la commissaire à l'énergie. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site le lien de connexion. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que on a déjà une forte hausse du marché. Pour vous donner une idée, dans notre rapport de marché qu'on avait sorti en mai 2021, on avait une prévision de 34 gigawatts en 2022 contre 27, presque 28 gigawatts installés en 2021. Sur cette année, on avait beaucoup de questions sur la dynamique de croissance. Je pense que tout le monde a entendu parler des chiffres des douanes avec gros volume d'équipements solaires, de panneaux solaires qui arrivaient d'Asie jusqu'en Europe. Et donc on s'oriente vers une plus grosse croissance, qu'on confirmera fin décembre. Mais voilà, une plus grosse croissance, en particulier tirée par la croissance du résidentiel. Et des PME avec toute la dynamique du solaire sur toiture, etc. Par contre, en France, il y a une situation un peu particulière qui est qu'on voit une croissance du solaire sur toiture, mais un certain ralentissement du marché quand on regarde les chiffres publiés par le gouvernement pour 2022, donc éventuellement une dynamique intéressante à surveiller. Après, au-delà du marché, ce qui est intéressant, c'est le cadre réglementaire qui évolue avec, en effet, la crise énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec, comme François le mentionnait, le plan REPowerEU qui a été présenté par la Commission en mai 2022, pardon, avec un vrai objectif de réduire la dépendance aux imports de gaz et de pétrole de Russie, mais de manière générale la consommation de gaz et de pétrole. Donc ce plan qui avait été accompagné d'une stratégie pour le solaire, qui en effet fixait des objectifs un peu plus gros au secteur. Donc on avait 400 gigawatts en 2025, qui est un petit peu plus gros que la dynamique de marché qu'on voit, et 750 gigawatts en 2030 qu'on devrait pouvoir largement atteindre.
Est-ce que pour vous, si on dézoome un peu de la France, on se met au niveau européen, est-ce que par exemple le déblocage de la question de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, qui est un frein sur le résidentiel en France, ça c'est de nature à changer la donne et à nous remettre au même niveau que les autres pays européens sur ce segment ? Alors, sur le solaire sur toiture... Oui, je pense que c'est un peu une question compliquée quand on entre dans dans l'environnement d'un village ou d'une commune qui a un certain patrimoine culturel. Je sais pas exactement si c'est ce à quoi vous faisiez référence. C'est ça, oui. En France, effectivement, dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument classé, aujourd'hui, l'architecte des bâtiments de France, la plupart du temps, on va dire, refuse systématiquement d'accorder son autorisation à la mise en place de panneaux photovoltaïques. Ce qui est un élément reconnu par tous les acteurs de la filière comme étant un frein majeur en France sur le résidentiel. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'on a un peu des débats similaires quand on va dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Il y a aussi une dimension d'héritage à protéger et probablement qu'il y a un travail à faire avec les architectes sur le PV intégré au bâtiment, par exemple, avec l'industrie de la construction, etc. Après, c'est vrai que dans le cadre de la crise énergétique, on a eu une proposition de la Commission, une série de lois d'exception. Sur les permis de construire, je pourrais revenir dessus sur les discussions qui sont en cours au niveau européen, et une sur les mandats sur les toitures solaires. Donc il y a eu une proposition de généraliser en Europe l'obligation d'installer du PV sur des toitures neuves et rénovées. Donc à voir comment ce texte sera mis en œuvre. Mais peut-être que ça pourrait être un élément de déblocage du marché. Merci Naomi, on vous garde pour après justement on va passer sur la suite sur 2023. Je complète le panorama en zoomant sur le marché français avec cette fois Antoine Huard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Territoire Solaire, un groupe de réflexion au sein de la filière qui produit des propositions auprès de nos représentants au Parlement, parce que des fois quand même ça sert, et ailleurs. Quelle est la dynamique du marché français ? Alors oui, effectivement, France Territoire Solaire, c'est un think tank, comme on dit, et au-delà des propositions qu'on publie, on publie aussi chaque trimestre un observatoire du marché français du photovoltaïque, et on fait ça depuis 2011. Et là, en avant-première, je vous donne un peu les chiffres du troisième trimestre. Et on a un support aussi. Mais je pense que vous verrez pas grand-chose. Je pensais que l'écran serait plus grand que ça, donc vous verrez pas grand-chose, mais je vais vous les dire à l'oral. Sur le troisième trimestre, on voit arriver 572 mégawatts de raccordement, donc ce qui est une légère hausse. Alors je précise que l'Observatoire de France Territoire Solaire, depuis 2011, regarde toujours le périmètre hors ZNI et hors ELD. Donc les entreprises locales de distribution. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être des chiffres qui vont pas coller parfaitement avec ceux du gouvernement, mais c'est pour être cohérent avec tout notre historique qu'on reste sur ce périmètre-là. Et je crois que c'est quelque chose qui a été mentionné juste avant, effectivement une très forte hausse du segment de l'autoconsommation, avec 25 000 installations d'autoconsommation rien que sur le troisième trimestre 2022. Une très forte hausse également des installations dans le domestique, dans le marché résidentiel. Et en revanche, une stagnation, voire une décroissance des installations sur les grandes toitures ou, disons, une stagnation du segment des grandes centrales au sol. Et c'est un trimestre qui est un peu à l'image finalement des trimestres précédents, c'est-à-dire on est autour de 500 mégawatts par trimestre, avec donc un rythme qui va s'établir sans doute autour de 2 gigawatts comme l'année dernière. La stagnation des grandes toitures, ça c'est quand même assez inattendu. Vous l'expliquez comment ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, je distingue les grandes toitures. Elles sont en baisse entre 100 et 250 kW, même si on peut appeler ça plutôt les moyennes toitures. En revanche, on observe quand même une légère hausse du segment des très grandes toitures, les grands bâtiments. Mais cette hausse est à nuancer. Ça fait guère quand même qu'un volume de 9 MW sur le troisième trimestre. Donc, c'est pas non plus l'explosion, quoi. Ça reste un segment qui a été quand même assez malmené par le passé pour des raisons réglementaires, que le cadre réglementaire n'était pas vraiment adapté pour soutenir ces toitures-là. Et donc, je pense qu'il y a une inertie aussi là-dedans, même si certaines mesures ont pu être prises par le gouvernement pour essayer d'encourager, avec notamment la hausse du guichet, la hausse du seuil du guichet pour pouvoir éviter les appels d'offres pour les petites toitures. 500 kW. Voilà, qui est passé à 500 kW. Donc, ça va certainement avoir des effets. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on constate. Effet pour 2023, on en reparlera. Donc peut-être on complète le tour de table. Après, on reviendra sur 2023 avec d'abord Gaëtan Masson qui est à côté de vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'Institut Becquerel de Bruxelles, qui analyse les marchés du photovoltaïque, notamment sa dimension industrielle. C'est ça le côté qui est intéressant dans le premier tour de table. Est-ce que vous voyez une évolution significative sur l'origine du matériel là, sur cette fin 2022? Est-ce qu'on voit arriver les fameuses gigafactories qu'on nous promet depuis quelques années maintenant sur le sol européen, voire même sur le sol français? Alors, la question est complexe et multiple. Je vais essayer de revenir un tout petit peu, si vous permettez, pendant 1 minute sur l'état du marché. Parce qu'on parle aujourd'hui d'une véritable explosion au niveau mondial. On a installé 175 gigawatts l'année passée. On va en installer plus que probablement aux alentours de 250 cette année. Et les perspectives de croissance sont de l'ordre de 500 gigawatts à l'horizon 2025. Alors vous allez me dire, ça croît partout, sauf en France. Donc comment ça se fait qu'après tant d'années et tellement de démonstrations de volonté politique, on est toujours limité à 2 gigawatts? Eh bien, j'ai envie de citer, ça m'arrive pas souvent, mais je vais citer Mikhaïl Gorbatchev, qui disait, après la chute de l'Union soviétique, le dernier pays communiste d'Europe, c'est la France. Et il le disait pas par rapport à des orientations politiques, il le disait par rapport à la capacité incroyable de ce pays à tout vouloir organiser politiquement et de manière administrativement. On a vu où ça a mené l'Union soviétique, et on le voit dans le cas du parc nucléaire aujourd'hui, où ça nous a mené. Et c'est quand même assez intéressant. Les Espagnols vont probablement installer cette année 8 gigawatts. L'Espagne, c'est 45 millions d'habitants, c'est les 3/4 de la France. Les Pays-Bas vont installer plus de 3 gigawatts. C'est un pays de 17 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce qui bloque en France? Et je pense qu'un des éléments qui bloque, c'est qu'on a une perception politique extrêmement négative de l'industrie. Et comme ça me permet de passer à la question de l'industrie. On a une perception négative parce que la quasi-totalité de ce qu'on installe est importé, et il est importé d'un pays avec lequel j'ai beaucoup de respect pour un certain nombre de choses liées à la Chine, mais certainement pas pour son système politique et ses valeurs. Et je peux comprendre que dans le monde politique et dans certaines filières que je ne nommerai pas, qui ne sont pas particulièrement favorables au développement du photovoltaïque, on pointe du doigt systématiquement la problématique de l'approvisionnement, pas uniquement en panneaux, mais également en onduleurs, etc. La question c'est, allons-nous avoir dans les années à venir des gigafactories, terme emprunté à Tesla, en Europe? Alors j'ai le plaisir d'être, outre mes activités au sein de Becquerel Institute, d'être un des administrateurs de la start-up Carbone, qui envisage de produire au début 5 gigawatts non seulement de modules, mais également de cellules de wafers et de lingots, c'est-à-dire la chaîne de valeur intégrée en France, mais également de se développer à l'horizon 2030 pour devenir l'acteur européen le plus important. Et je dois dire, c'est compliqué. Et c'est pas compliqué qu'en France, c'est compliqué partout en Europe. Parce qu'en Europe, nous sommes détenants de l'état de droit, et donc on ne développe pas une usine du jour au lendemain. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il va falloir que les politiques soient extrêmement cohérentes. Et quand vous dites c'est compliqué, juste qu'on comprenne, comme alors, vous ici, c'est compliqué. Pourquoi? On comprend bien qu'il y a des questions d'ordre technique, etc. Mais là, vous semblez dire que c'est pas là le problème. C'est compliqué. Alors, Carbone reçoit de la part de l'administration française un retour extrêmement positif. Mais pour avoir un permis d'environnement, un permis de construire, il faut des années dans ce pays. Il faut des années. Je prends à titre d'exemple le fait que nos amis allemands, pour leur terminal de regazéification de gaz naturel,
ont octroyé un permis en 3 mois. En 3 mois par secteur. Et pourquoi? C'est assez clair. Tout le monde a besoin de gaz naturel pour l'instant pour faire face aux défauts d'alimentation de nos ex-amis russes. Mais pour le photovoltaïque, ça continue à prendre des années. Pourtant, il semble qu'on ait besoin d'électricité. Enfin, on verra avec Dominique Charzat après avec Enedis, mais on a cru comprendre qu'on avait besoin d'électricité. Donc ça pourrait inciter là, non? À accélérer un peu là, non? Voilà. Parler d'accélération. Moi, j'ai vu dans la loi d'accélération, en tout cas dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, il y a des choses très intéressantes, mais on est encore trop dépendant de procédures lentes et classiques sur tout ce qui est permitting. Et il faut bien se rendre compte qu'une gigafactory photovoltaïque, c'est une usine chimique, c'est une usine Céveso type O, c'est un certain nombre de contraintes. Mais il va falloir être cohérent. Si on veut installer 10 gigawatts en France dans les années à venir, si on veut que la population accepte de manière massive la transition énergétique, on va devoir créer des emplois industriels. Et l'État a un rôle à jouer. C'est-à-dire que les industriels, les financiers, les centres de recherche. Et petite question, qui achète des modules ici? Allez, levez la main, soyez pas timides. Timide, ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus que... Bon, je suppose que vous êtes prêts à acheter français si la qualité est au même niveau que les Chinois. Il n'y a personne qui me dit non, hein, donc voilà. On vient avec les formulaires de signature pour l'OFTEC, c'est bon. Mais la question principale aujourd'hui, c'est est-ce que l'État est prêt à se mettre en ordre de manœuvre pour développer des usines, et pas uniquement celles de carbone, suffisamment rapidement pour pouvoir en disposer en 2025, et le challenge est là. Donc 2025, c'est ça, j'allais poser la question, c'est l'horizon 2025. Très bien. C'est ce qu'on souhaite faire. On finit le tour de table donc sur cette première séquence de dynamique 2022, sur le présent presque futur du photovoltaïque, et on va s'intéresser à cette pièce essentielle qui est la prise électrique. Avec vous, Dominique Charzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional d'Enedis Languedoc-Roussillon. Alors comment le gestionnaire du réseau de distribution s'adapte-t-il aux évolutions car, alors même si on ne l'a pas vu dans la présentation de France Terre Solaire, parce qu'il y avait France Territoire Solaire, parce qu'il y avait la question des raccordements, il y a quand même si on peut mieux faire en France, il y a beaucoup de demandes qui sont dans les tuyaux, on va dire. Et donc, comment vous faites pour suivre ça au mieux? Ouais, effectivement, 90% des installations de production d'énergie renouvelable seront raccordées au réseau public de distribution d'électricité. Donc, c'est un gros challenge parce que le réseau, il n'a pas été construit à une époque où il y avait des énergies renouvelables. Il a été construit pour injecter de l'énergie à partir de moyens de production centralisés vers des consommateurs. Et les gros projets d'ENR se sont d'abord développés dans des zones où le réseau n'était pas dimensionné pour pouvoir accueillir de grosses puissances. Donc il y a eu un gros challenge de travaux qui sont engagés depuis de nombreuses années et qui vont se poursuivre dans les années qui viennent. Juste un chiffre qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, c'est 600 000 installations photovoltaïques qui sont raccordées au réseau public de distribution. Donc on est sur des gros volumes, on est sur des activités extrêmement importantes. Et en Occitanie, c'est particulièrement fort. On est la deuxième région de France, forcément. J'allais dire, voilà, c'est sur cette idée de dynamique, est-ce que vous voyez une accélération? Est-ce que vous arrivez à y faire face? Ou est-ce que on voit que les délais s'allongent sur le raccordement, la file d'attente, on va chercher la formule, la fameuse file d'attente, elle s'allonge. Comment vous faites? Alors, juste, on observe une augmentation effectivement forte, surtout sur les petites installations. Donc ça, c'est vrai que c'est clairement sur les installations qu'on raccorde en basse tension qu'on a une augmentation forte. 20% d'augmentation en 2022 par rapport à 2021, et on sent que ça continue à accélérer. Donc on sent très nettement une accélération du raccord sur les petites installations, et qui s'accompagne beaucoup aussi également d'autoconsommation. Oui. Quasiment systématiquement de l'autoconsommation maintenant sur les petites installations. Alors que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. C'était de l'injection totale sur le réseau au démarrage. Aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle d'autoconsommation. On a le tiers aujourd'hui des installations qui sont sur un modèle d'autoconsommation. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il a fallu aussi s'adapter par le fait que pour pouvoir piloter ses consommations, pour pouvoir piloter sa production, il faut qu'il y ait des outils de pilotage. Il a fallu donc adapter et mettre en place un grand nombre d'objets connectés. C'est avec les compteurs communicants qu'on a pu le faire. 35 millions en France de compteurs communicants qui ont été déployés. Donc ça aussi, c'est un challenge industriel gigantesque qui permet à chaque instant à l'ensemble des producteurs et de consommateurs d'essayer de contribuer à l'équilibre du système électrique. Et ça, cette phase, elle est passée. Vous pourriez dire maintenant les moyens peut-être engagés au moment du Linky, est-ce qu'ils peuvent être redéployés aujourd'hui Alors, les moyens, juste quelques chiffres quand même. On va mettre en application à partir de 2023, par exemple sur Occitanie,
le schéma régional de développement des énergies renouvelables qui vont permettre de dégager 6,8 gigawatts de puissance supplémentaire pour les projets d'ENR en Occitanie. C'est 700 millions d'euros d'investissement. 700 millions d'euros d'investissement qui seront faits sur le réseau public de distribution. Donc on est vraiment sur des enjeux industriels extrêmement conséquents. Parce que j'entends un peu beaucoup de négatifs, moi, que je ne vais pas suivre ça. Hein. Je pense qu'il y a une vraie dynamique collective qui existe, et notamment dans notre région. Hein, on peut en être fier. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a un savoir-faire. Les consommateurs, producteurs sont très engagés pour faire en sorte également d'adapter leur consommation à un mix énergétique. Aujourd'hui, en Occitanie, en été, la production solaire, c'est 50% de la consommation en journée. On est à 50%. On arrivera à 100%. Moi, je suis convaincu. Hein, et donc, il y aura un vrai challenge aussi de qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie solaire dans les années qui viennent. Hein. Merci pour déjà ce premier tour de table. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu là, sur, on va dire, cet état des lieux fin 2022? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez des questions sur les aspects réglementaires? Encore une fois, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien voir ce qu'avait présenté François Versini Campinchi au départ. Sur ces questions d'industrialisation, de panneaux, sur les questions du marché français, des segments, sur les questions de raccordement. J'en connais certains, il y a des installateurs dans la salle. Vous avez le directeur régional d'Enedis. Je pense qu'il ne faut surtout pas vous priver de lui poser vos questions. Voilà. Et en tout cas, il nous a fait l'honneur d'être là avec nous. Elle est où la question? Je la vois. Oui. Alors, je viens directement. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Philippe Ross, Fauventure. Vous venez de parler de 6,8 gigawatts crête, j'imagine, enfin, de capacité d'absorption de NR. C'est sur quel type de projet et quelle durée surtout? Parce que quand on remet ça en rapport avec les 2 gigawatts au niveau national, 6,8 sur la seule Occitanie, c'est enthousiasmant, mais c'est sur quelle échéance? Alors c'est dans les 10 ans qui viennent. C'est les schémas régionaux de développement des énergies renouvelables qui vont être validés prochainement par le préfet de région d'Occitanie, et qui détermine donc tous les travaux nécessaires sur les réseaux de RTE et d'Enedis, les réseaux de transport et de distribution, pour augmenter les capacités d'accueil. Hein. Voilà, donc c'est sur les 10 ans qui viennent et sur la totalité de l'Occitanie. Alors, comme vous êtes un peu timide, je vais passer la parole à Gaëtan Masson, qui a une question pour vous, Dominique Charzat. J'ai une question un peu provocative. Nos amis allemands ont 60 gigawatts de photovoltaïque sur leur réseau. Ils sont meilleurs que nous au niveau gestion du réseau de distribution? Non, je pense que le réseau s'adapte. Peut-être qu'ils ont commencé plus tôt. Donc c'est un choix politique. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique. Hein. Donc le réseau doit s'adapter. Comme je disais, il n'a pas été construit historiquement pour les énergies renouvelables. Et notamment lorsque les gros projets d'énergie renouvelable se développent dans des zones rurales, donc dans les endroits où les réseaux ont besoin de vraiment beaucoup de travaux pour pouvoir acheminer la puissance. Donc ils ont commencé plus tôt que nous, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de frein. Enfin, il me semble pas qu'il y a de frein technique, il faut le temps de le faire. C'est sûr que derrière, c'est toute une industrie, c'est des compétences, c'est des investissements. J'ai cité des chiffres. Hein. Nous, on est sur un rythme d'investissement sur le réseau public de distribution en France de 4 milliards d'euros par an. Et on va passer à 5 milliards d'euros par an. Donc on peut parler d'accélération pour le coup. On peut parler d'accélération, mais c'est vrai que c'est des sujets industriels qui prennent le temps de le faire, donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Alors comme il n'y a pas d'autres questions, on va directement enchaîner, même si ça a déjà été évidemment effleuré, c'est sur au-delà de la dynamique de 2022, 2023, qu'est-ce qui va sortir? Donc j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail sur cette seconde séquence et retrouver Naomi Chevillard avec Antoine Huard, donc Naomi qui est en visio depuis Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les deux une vision non seulement quantitative, mais peut-être qualitative sur les évolutions à attendre sur les segments de marché? On a encore parlé des centrales au sol, des très grandes toitures, des installations chez les particuliers. L'agrivoltaïsme, est-ce que vous voyez des choses se différencier ou pas pour l'année qui vient et on va dire dans l'année suivante ou les 2 ans à venir? Naomi, peut-être? Oui. C'est moi qui commence. Alors, d'abord, il y avait une question sur... c'est vrai qu'on n'avait pas abordé sur la place de la France dans l'Europe.
c'est vrai que Gaëtan a mentionné la comparaison avec l'Allemagne et avant de venir parler, j'avais vérifié les chiffres. En 2021, c'est vrai que le marché français, c'est 2 gigawatts 7, mais en Espagne, c'est 4 gigawatts 8, en Pologne, c'est 3 gigawatts 8 et aux Pays-Bas, c'est 3 gigawatts 6. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a un potentiel assez important pour accélérer le marché. Pour 2023 et après, comme je disais, on a un objectif de 400 gigawatts du coup pour 2025 qui, quand il a été mis en place, est légèrement plus haut que le scénario business as usual. Donc, il y aura forcément une grosse accélération sur le secteur. Au niveau du solaire sur sol, je pense que on va voir un peu comment les discussions actuelles sur les textes de permitting, enfin les textes comme la loi d'accélération des renouvelables et au niveau européen, ce qu'on appelle le RES Booster Package qui devrait être adopté la semaine prochaine, mardi, vont aider le solaire sur sol. Mais en général, c'est vrai que on s'attend pas non plus à une forte élasticité du solaire sur sol à la crise, parce que évidemment ça prend toujours trop longtemps d'obtenir le permis de construire. Il y a des mesures intéressantes, l'idée des accélérations qui a été par exemple saisie par l'Espagne qui a instauré un permis de construire spécifique pour certains parcs solaires. Donc, je crois que les conditions, c'est moins de 150 mégawatts à une certaine distance de réseau, etc. Donc, on pourrait avoir des lois d'accélération de ce genre. Il y a aussi le principe, donc en anglais, overriding public interest. Je me souviens plus exactement de comment il est nommé en français, mais qui pourrait également limiter ou rationaliser les recours au niveau national, mais qui aujourd'hui porte sur des questions de biodiversité et pas forcément sur des questions de paysage, qui est un élément important pour le solaire. Donc ça, c'est pour les éléments qui pourraient accélérer le solaire sur sol. Sur le solaire sur toiture, je pense qu'on va continuer avec une dynamique d'accélération en raison de la crise. Il y a eu un vrai choc, je pense, à cause de la crise. On parle de la politique énergétique, on parle de la facture énergétique à la télévision. Nous qui avions beaucoup de mal à expliquer la facture énergétique aux citoyens. Donc, certainement une grosse accélération avec, ceci dit, des questions peut-être qui vont se poser sur la disponibilité des installateurs, la qualité des installateurs pour installer tout ce volume. Par contre, il y a aussi des éléments qui pourraient ralentir le marché, et je voudrais en mentionner deux. Le premier, c'est en effet le réseau et la capacité du réseau à intégrer plus de solaire. On voit dans certains marchés, l'année dernière aux Pays-Bas, début de cette année au Danemark, plus récemment en Hongrie et en Slovaquie, une sorte de moratorium sur les connexions au réseau de nouveaux solaires par manque de capacité sur le réseau. Et ça, on pense que ça va être l'obstacle de plus en plus important pour le solaire. Donc au niveau européen, on est en train d'entamer des discussions avec les représentants des gestionnaires de réseau pour se poser autour de la table, comprendre pourquoi il y a des blocages, quelles solutions pourraient être mises en place sur le court terme pour solutionner ces congestions réseau. Est-ce qu'il y a des ressources de flexibilité qui pourraient être utilisées, des batteries de stockage, des batteries de véhicules électriques, de l'effacement de consommation supplémentaire, ou est-ce qu'il y a des solutions comme des connexions au réseau flexibles ou des connexions au réseau limitées qui pourraient être utilisées pour connecter plus de solaire au réseau. Et sur ça, c'est vrai qu'on attend aussi que les GRD proposent des choses, expliquent les défis auxquels ils sont confrontés, parce que
voilà, pour l'industrie, c'est un énorme challenge. Et je pense que pour l'industrie des GRT, c'est aussi l'occasion de montrer qu'ils ont un savoir-faire et que ce seront les acteurs de la transition énergétique. Le deuxième problème, et je termine parce que j'entends que je suis un peu longue, c'est évidemment le cap sur les revenus de marché qui est en train d'être mis en œuvre au niveau européen de manière très confuse avec chaque pays qui met en place son niveau de cap sur le solaire, sa manière de mettre en œuvre sur le solaire, qui génère beaucoup d'incertitudes, voire qui bloque complètement le marché des PPA. Et sur ça, voilà, les retours de l'industrie, c'est dur d'avoir des données de marché. On sait qu'au 3e trimestre de cette année, il y a eu moins de signatures de PPA que l'année dernière. Ouais, les contrats de gré à gré, donc, qui sont passés, où effectivement, ça paraîtrait pourtant logique que ça se développe, vu les prix constatés, les évolutions structurelles, même au-delà de la guerre en Ukraine. Et on ne va pas vers ça. Ça, c'est dur à comprendre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, on en reparlera peut-être après, mais en complément peut-être, Antoine, sur cette vision 2023. Et moi, j'avais une sous-question, ça a été à peine soulevé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture d'approvisionnement aussi en matériel ? Certainement, dans le contexte actuel, ce risque n'est jamais à exclure. On voit bien que les prix des panneaux ont remonté, tout le monde a été confronté à ça, mais la situation, je pense, va, notamment si on arrive à implanter des gigafactories, va forcément, j'espère, finir par s'améliorer parce qu'on va réussir à rééquilibrer les choses. Et moi, je rebondis sur ce qui a été dit, je souscris à tout ce qui a été dit, mais je rajouterai un élément de frein massif qui, à mon avis, va empêcher la France de se hisser au niveau où elle doit se hisser en 2023, c'est les durées de permitting. Parce qu'il y a effectivement le réseau, il y a effectivement le cap sur les revenus, mais honnêtement, les durées de permitting, elles ne vont pas du tout en s'améliorant. Et la loi va vraiment empirer les choses. Moi, je le dis sans ambiguïté. Il y a quelques points positifs dans la loi, mais pour ce qui est des durées de permitting des centrales au sol, en fait, ce qui peut sauver le marché en 2023, c'est que les mesures ne seront pas encore rentrées en vigueur. On peut espérer ça, parce qu'il y aura les décrets, il y aura les arrêtés, etc. Donc le marché français va peut-être encore se maintenir à autour de 2 gigawatts en 2023, ou au-dessus, mais grâce aux toitures, grâce à l'autoconsommation. Mais pour ce qui est du volume de centrales au sol, je ne vois vraiment pas d'amélioration, malgré un engorgement de la file d'attente qui est dramatique. On est maintenant à 14 gigawatts de centrales en file d'attente en France. Donc tout ça est là, est congestionné. Et donc le permitting ne s'améliore pas. Sur les volumes, comme j'ai dit, 2 gigawatts, je pense vraiment que sur l'autoconsommation, ça va encore augmenter parce que le gros de la crise, finalement, n'est peut-être pas encore complètement intériorisé par les clients. Je pense que les gens ont vu le prix de l'électricité augmenter. Et entre le moment où ils voient ça, et d'ailleurs le gros de la hausse va peut-être arriver au 1er janvier là, et le moment où ils prennent la décision d'installer une centrale en autoconsommation, certainement que le gros ramp-up est devant nous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché de l'autoconsommation. Alors là, les gens, juste, c'est qui les gens ? C'est les particuliers ? C'est les entreprises ? Et les deux. Je pense qu'entre guillemets, dans les chiffres, on voit quand même que 75% des installations d'autoconsommation font moins de 6 kW, donc c'est quand même essentiellement des particuliers, mais avec aussi bien sûr les entreprises qui peut-être sont un peu plus lentes à démarrer qu'un particulier parce que c'est des projets un peu plus gros et puis elles avaient peut-être des contrats d'électricité un peu plus couverts, etc. Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des particuliers, mais que je pense que les deux segments vont être amenés à augmenter en réponse à la hausse des prix de l'énergie. Concernant les PPA, on voit bien quand même que ça se développe. Il y a eu récemment un PPA de 350 mégas signé par Renault. C'est quand même une première. Et c'est clairement la crise a joué un facteur, je pense, aussi d'accélération là-dedans. Et ça pose la question de savoir, sur 2023, comment l'État va réagir à cette situation, parce que tous les projets qui se font en PPA ne se font pas en appel d'offres creux, donc ça entraîne une sous-souscription des appels d'offres de la creux, et cette sous-souscription a des conséquences sur les prix de sortie de ces appels d'offres, et puis au final sur aussi l'argent que l'État va gagner avec nos projets, parce qu'on voit bien que l'État a gagné 40 milliards d'euros, ou un peu moins, disons 38 milliards sur les 2 années écoulées grâce au CFD des renouvelables. Il ne va peut-être pas être très content que tous les projets finalement sortent de ce système. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on renoue finalement avec au niveau français, avec ces logiques industrielles. On parlait d'industrie du photovoltaïque, mais l'industrie tout court, où il y avait un lien direct entre l'implantation d'une usine et sa source d'énergie, avec généralement de l'hydroélectricité. Mais on le voit aujourd'hui, maintenant, donc avec
une ensemble de filières renouvelables. Donc ça, c'est quand même, structurellement, c'est fort. Et peut-être on se projette encore un peu plus loin. Ça sera peut-être pas pour du 2023-2024, mais peut-être, est-ce qu'on peut y croire à ça? Oui, incontestablement. Je pense que ça va plus le solaire se répandra, plus ça va contribuer à la prise de conscience et à l'acceptabilité de voir, tiens, ça finalement, ça rapporte quelque chose. Il y a encore beaucoup de contre-vérités qui circulent, comme quoi le solaire coûte cher, etc. Mais ces contre-vérités, elles vont forcément être amenées à s'estomper avec le temps, quand les gens vont vraiment voir que les entreprises qui ont installé du solaire sur leur toit vont payer moins cher leur électricité que celles qui ne l'ont pas fait. Donc ça prendra du temps, malheureusement trop de temps. Je trouve que la France est un peu coupée du monde là-dessus quand même, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait le même discours anti-solaire dans d'autres pays. Les chiffres ont été rappelés. Il y a quand même plus de 50% aujourd'hui des nouvelles capacités électriques dans le monde qui sont solaires. Quand je pose cette petite question aux gens en France, généralement, ils ne me croient pas. Ils disent non, c'est 5-10%, ça ne peut pas être 50%. Bah si. Et donc, le monde entier est en train d'y aller et la France se pense encore des questions pour savoir si les panneaux sont recyclables ou si l'électricité n'est pas subventionnée et trop chère. Je finis juste sur la liste des grands sujets pour 2023. Je pense qu'il y a quand même la PPE, il ne faut pas l'oublier. Ça va structurer quand même la discussion et on va voir toute l'énergie que nos parlementaires vont mettre là-dessus pour essayer de... Que l'on dit trop faible au niveau des ambitions. Oui, de toute façon, les ambitions. Alors moi j'aurais tendance à dire que les ambitions sont toujours trop faibles, mais se fixer des ambitions très élevées quand on voit ce qui est dans la loi d'accélération des renouvelables, c'est un vœu pieux, quoi. C'est pas très crédible. Donc, faut aussi se dire comment on arrive à mettre une PPE qui finalement est en phase avec les ambitions qu'on se donne sur l'accélération. Gaëtan Masson, peut-être un complément avant un petit focus sur justement l'accès au réseau avec Dominique Charzat pour 2023. Je fais quand même un petit commentaire sur l'environnement général. Je crois qu'en Allemagne, le gouvernement parle de 22 à 25 gigawatts d'installations annuelles dans les prochaines années, pour donner un ordre de grandeur. Le gouvernement français a sondé la filière pour savoir si peut-être 10 gigawatts seraient atteignables. Mais effectivement, il y a cette dichotomie entre les annonces et ce qu'on met en œuvre. Et j'ai envie de dire, au niveau du marché dans les années à venir, la France souffre, hélas, d'un problème assez spectaculaire. Comme tu disais, c'est la désinformation au niveau de ce qu'est le solaire, de son prix. Quand je regarde les médias français, je compare les médias dans d'autres pays, je suis stupéfait. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays depuis des années une telle désinformation sur les renouvelables et un tel encensement du nucléaire comme solution unique à tous les problèmes énergétiques. C'est spectaculaire et c'est dans tous les médias grand public. Et alors, il y a autre chose qui me chipote. C'est une très très bonne décision d'un point de vue social, le bouclier tarifaire, mais c'est une très très mauvaise décision par rapport à la compréhension des prix réels de l'énergie. Il faut quand même que tout le monde comprenne en France aujourd'hui que le prix qui est payé par les consommateurs résidentiels est inférieur au prix de marché. Au prix de marché, c'est-à-dire sans les taxes, sans les frais réseau, etc. Et donc, que les milliards qui sont mis sur la table pour limiter de manière... D'un point de vue social, c'est extraordinaire, mais c'est quelque chose qui empêche de prendre conscience du véritable prix de l'électricité. Si vous vivez en Belgique, en Allemagne ou en Italie et que vous concluez un contrat résidentiel de fourniture d'électricité, vous payez 60 centimes le kilowattheure aujourd'hui. 60 centimes. Avec 60 centimes le kilowattheure, du photovoltaïque plaqué or est rentable. On peut demander à Voltec de faire une série Golden et elle va se vendre comme des petits pains. Mais le bouclier tarifaire, aujourd'hui, empêche véritablement la population de prendre conscience du prix réel de l'énergie et ça va avoir un impact négatif sur le photovoltaïque. C'est pour ça qu'on vous aime, les voisins belges, c'est parce que vous nous renvoyez ce miroir qu'on a du mal parfois à accepter, mais avec nos propres contradictions. Dominique Charzat, donc 2023, on a compris qu'il y avait des efforts financiers qui sont déjà sur la table, mais alors concrètement, là, il y a des installateurs qui sont dans la salle. En termes d'organisation, en termes de moyens humains, comment vous êtes en train de vous organiser concrètement ? Alors, d'abord, je voudrais juste dire, une des premières actions qu'il faut qu'on mette en œuvre, qu'on met déjà en œuvre, c'est de pouvoir accélérer l'ensemble des travaux qu'on a à mettre sur le réseau, qu'on doit faire sur le réseau. Je parlais tout à l'heure effectivement des millions d'euros de travaux, de pouvoir les faire plus vite que ce qu'on a pu faire dans le passé. Donc ça, c'est des mesures qu'on est en train de prendre. Je vais vous donner deux types de mesures. On construit aujourd'hui ce qu'on appelle des postes sources express. Donc c'est des grosses installations de transformation de la haute tension, de la très haute tension vers la haute tension.
Donc on a mis en place des moyens techniques pour le faire beaucoup plus vite. On en a un qui d'ailleurs qui va être prochainement mis en service en Occitanie, en Aveyron, de façon à pouvoir répondre plus rapidement à des congestions sur certaines zones géographiques, hein, où le réseau a besoin d'évoluer. Deuxième chose, il faut développer les flexibilités. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, et on a proposé d'ailleurs à l'ensemble des porteurs de projets ce qu'on appelle des offres de raccordement alternatives, c'est-à-dire la possibilité de dimensionner un peu moins, de façon moins grosse, on va dire, le raccordement, de réduire un peu la puissance du raccordement, avec un système de pilotage où le producteur d'énergie renouvelable, dans certains moments assez ponctuels, pourra réduire sa puissance de production de façon à limiter les travaux. Les travaux de raccordement et les travaux de renforcement des réseaux. Donc ça, ces offres de raccordement alternatifs, elles sont très importantes. Au moment où on construit un projet, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place ces flexibilités pour réduire un petit peu la puissance à certains moments, de façon à limiter les impacts sur le travaux. Ça, c'est valable sur des grosses installations? Oui, c'est évidemment. Pour l'instant, c'est sur des installations qui sont en moyenne tension, 20 000 volts, qui sont raccordées en 20 000 volts sur le réseau, qu'on met ça en place. Et après, pour les plus petites installations en basse tension, on met à disposition des outils qui permettent à chaque porteur de projet de connaître la capacité de réseau géographiquement à chaque adresse. Lorsqu'il y a un projet, de pouvoir voir concrètement la capacité du réseau. Sur le site internet d'Enedis, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des données libres d'accès. C'est des données libres d'accès, c'est un outil qui s'appelle Capten, qui permet aux porteurs de projet de voir la capacité et donc de pouvoir voir s'il va y avoir des travaux importants ou pas. Ou simplement, des fois pas de travaux. Il y a la grande majorité du petit photovoltaïque qu'on raccorde, il n'y a pas de travaux. C'est-à-dire l'installation existante, le branchement existant permet de le faire sans travaux. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ça. Voilà. Après, bon, évidemment, on s'est organisé. Pour nous, c'était une nouvelle activité. On a créé des structures dédiées à l'accueil et à la relation de l'ensemble des porteurs de projets. On a notamment en Occitanie, une équipe spécialisée qui s'occupe de ça, qui suit de bout en bout les affaires, et qui s'assure d'ailleurs qu'on mette sous contrôle les délais de raccordement, qui peuvent être très variables en fait. Chaque projet, en fonction de l'importance des travaux. Là aujourd'hui, c'est quoi la fourchette par rapport aux demandes de raccordement et vers quoi vous tendez aussi? Après, peut-être il y aura un petit complément avec François Versini-Campanchi sur peut-être des obligations qui vous seront faites, qui sont un peu dans les tuyaux. Alors, on a mis en place tout un dispositif pour mesurer tous les délais. Il y en a plusieurs. Il y en a qui nous incombent, il y en a qui ne nous incombent pas. On est dans un contexte pas forcément simple pour faire des travaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelques crises d'approvisionnement. On n'a pas forcément les transformateurs qu'on aimerait avoir. Voilà, donc on a quand même quelques sujets, on va dire, de rupture, de difficultés qu'on a chez nous, comme tout le monde ici dans la salle. A bien conscience de ça. En tout cas, on met ces contrôles, ces délais. Juste un chiffre, aujourd'hui, pour raccorder, pour des travaux de renforcement de réseau qui sont liés à une opération de basse tension supérieure à 36 kVA, donc on commence à être un beau projet, il faut en moyenne 1 an entre la première demande et la mise en service. C'est ce qu'on mesure aujourd'hui. On peut probablement encore faire mieux, mais c'est déjà des délais qui sont sous contrôle. Concrètement, moi je vois surtout le raccordement de grandes centrales, donc, ce qui peut impliquer des délais largement supérieurs. Vous parliez d'objectifs de délai fixés par la loi. Ça fait quelques années qu'il y a un objectif de 18 mois. On sait que cet objectif, il court à compter de la convention de raccordement. Ce qu'on a constaté dans beaucoup de projets, c'est que le gestionnaire de réseau retardait la délivrance de la convention de raccordement pour retarder le départ du délai. Il y a une sanction au bout qui est totalement symbolique. Et évidemment, les producteurs ne cherchent absolument pas à sanctionner le réseau, pour le coup. Dominique Charzat n'est pas d'accord, mais il va répondre après. Allez, continue. Il ne cherche évidemment pas à sanctionner Et il ne s'agit pas de dire d'ailleurs que c'est forcément de la faute du gestionnaire. Il y a une problématique. On a eu la problématique des S3R. Les S3R saturés 6 mois après. S3R, ce sont les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. Les S3R saturés immédiatement. Le dispositif du PJL devait prévoir une ordonnance qui permettrait au gouvernement de rationaliser l'ensemble. Finalement, l'habilitation par ordonnance a été supprimée, ce qui est un sujet politique. Donc c'est renvoyé dans la loi avec des dispositions sur le raccordement qui sont dans le projet actuellement.
qui sont à Ça moyen illustre terme. notre qualité française dont parlait Gaëtan Masson il y a Et quelques minutes. ce qui l'illustre par ailleurs, je fais un point sur les PPA, c'est la future soumission des producteurs en PPA aux obligations de fournisseurs d'énergie. Le principe est posé dans la loi, tout ça est renvoyé à des décrets, un certain nombre d'obligations qui pourraient... Alors je ne sais pas si ça va enrayer les choses, mais c'est un tout petit peu inquiétant, cette évolution. On manque de stabilité globalement. Et puis surtout, on réglemente, on administrative beaucoup des matières qui ne le sont pas actuellement, pour des motifs qui ne sont pas forcément extrêmement légitimes. Et pour revenir sur le raccordement, la rationalisation des S3E, alors qui est dans la loi, une meilleure détermination des objectifs, là on parle à 5-10 ans. On espère que, parce que je vois des raccordements à 5-6 ans, ça arrive sur les S3R saturés évidemment. Encore une fois, ce n'est pas la mauvaise volonté du gestionnaire. Je pense qu'il est aussi en fonction de moyens qui lui sont donnés, mais c'est comme pour tout. Alors, le droit de réponse de Dominique Charzat sur une stratégie, on va dire, alors, je ne sais pas si on parlait d'évitement ou de... Non, je crois que non, c'est pas du tout lié aux moyens ou au manque de moyens ou au manque de mauvaise volonté. C'est lié aux travaux qu'il faut réaliser. C'est pas du tout pareil de construire un poste source qui nécessite de construire des lignes de transport pour accueillir certains projets ou des travaux extrêmement minimes sur du réseau existant. C'est directement lié au volume de travaux. Il ne faut pas dire que ça soit lié uniquement à la bonne volonté ou la mauvaise volonté des gens. Concrètement, non, justement, je ne parlais pas de mauvaise volonté, je parlais plutôt de moyens du côté de l'État. Il y a une volonté, je crois, dans la loi, et c'est maintenu, de permettre aux porteurs de projets de réaliser eux-mêmes une extension de la délégation qui leur serait donnée pour qu'ils réalisent eux-mêmes leur raccordement et que les choses s'accélèrent un peu de ce point de vue-là. Je pense que c'est une bonne mesure, une des mesures qui reste dans le PJL là-dessus. Alors, sous contrôle des gestionnaires, bien évidemment. Avant d'arriver à la dernière séquence de notre table ronde sur des évolutions techniques, économiques éventuellement, et la partie industrie, on va dire, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, question raccordement ou pas, hein, sinon on va enchaîner directement. Donc oui, la question c'est sur cette partie-là en 2023 et ailleurs, sur la question du matériel, mais aussi des usages. Alors, sur le côté, on va dire, matériel, vous avez en partie répondu, Gaëtan Masson, mais on peut se projeter un peu plus loin. Est-ce que 2023 et on va dire les 3 ans qui suivent vont compter dans la réindustrialisation du photovoltaïque en Europe? Et puis, sous question, à quand l'arrivée des nouvelles technologies sur le marché? Je pense au perovskite, à ces cellules tandem qui vont nous faire gagner un 10% de rendement, où on nous dit depuis des années, enfin ça fait pas 10 ans qu'on nous le dit, mais on nous dit, voilà, bon, ok, l'industrie européenne est larguée maintenant, pour parler vulgairement, par rapport à la Chine, mais vous allez voir ce que vous allez voir, tous ensemble collectivement, on va partir sur ces cellules tandem, on va avoir 10% de rendement en plus, et là c'est des nouvelles technologies, et là on va être très très bien positionné par rapport notamment à la Chine. Alors, on en est où? Il y a vraiment quelqu'un qui vous a dit ça sérieusement? Bon, je vais quand même être assez clair sur les perovskites. C'est une technologie extraordinairement prometteuse en termes d'efficacité, mais au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à faire durer une cellule, et c'est des petites cellules, sous le soleil, plus de quelques centaines d'heures. Alors le problème, c'est que 20 ans, c'est beaucoup plus que quelques centaines d'heures. Et personne ne voit aujourd'hui comment on va le faire dans les années à venir. Donc, c'était annoncé pour 2030 par un certain nombre de personnes. Voilà, ils peuvent l'annoncer s'ils ont envie. Moi, je vais le dire autrement. Aujourd'hui, si vous voulez développer une usine, il faut d'abord convaincre des investisseurs. Pour convaincre des investisseurs, il faut une technologie qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Alors, il est totalement impossible d'aller voir un investisseur aujourd'hui et de lui dire, vu l'état exact de la technologie des perovskites, qu'il sera possible, même à l'horizon 2030, de développer une usine. Alors, si quelqu'un veut le faire, et on a vu certaines annonces récemment à l'horizon 2030, c'est un pari technologique. Alors, je vais quand même vous donner un petit chiffre qui, moi, me fait quand même un petit peu peur. Donc, on n'a pas encore trouvé la recette miracle pour faire fonctionner les perovskites, en tandem ou seul. Il y a 30 000 chercheurs qui travaillent sur les perovskites dans le monde. Il y en a 15 000 en Chine, il y en a 1 000 en Europe. Voilà. Je ne sais pas si je dois vraiment aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Donc, mais par contre, je serais beaucoup moins négatif sur le fait qu'on s'est fait distancer par les Chinois. On a d'excellents centres de recherche en Europe
et sur la plupart des technologies actuelles, sur le TOPCon, sur l'IBC, et dans une moindre mesure sur l'hétérojonction, on est encore plus ou moins compétitif. Alors, nos amis de l'ONG ont annoncé sur l'hétérojonction des chiffres assez étonnants. Donc, c'est un petit peu la raison aussi pour laquelle Carbone, par exemple, a décidé de se focaliser sur tout ce qui est TOPCon et IBC, pas l'hétérojonction. Mais on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. On a d'excellents centres de recherche, on a d'excellents équipementiers. Et je pense qu'à partir du moment où on réussit à industrialiser, on a une chance de pouvoir lutter à armes globalement égales contre les Chinois. Mais et ça, vous le voyez à quel horizon? Je ne demande pas de. Voilà, il n'y a toujours pas la boule de cristal, mais quand même pour nous donner un horizon. 2025. 2025. Mais on ne doit pas révolutionner la technologie. La technologie est là, elle existe. Il faut aussi se rendre compte que. Il y a un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est l'ONG qui est numéro 1 mondial. Ces modules TOPCon, enfin ces cellules TOPCon, elles utilisent des équipements SEMCO français. Donc nous avons la technologie en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Même dans les technologies des semi-conducteurs, on a des équipementiers assez extraordinaires. On a du mal à industrialiser, et on a du mal à industrialiser parce qu'on aime beaucoup ce qui est petit. On aime bien les petites usines avec quelques centaines de mégawatts, avec pas trop de gens à gérer. Une usine de 5 gigawatts, c'est 3500 personnes. C'est 60 hectares, c'est 160 mégawatts de connexion réseau. Ça va beaucoup plus loin que ce à quoi nous sommes habitués en général. Et donc, effectivement, il y a un changement de paradigme industriel qui passe par une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics et au niveau de l'ensemble des autorités. Ce n'est pas uniquement qu'en France. Si on veut lutter à armes égales avec les Chinois, il faut faire la même chose que ce qu'on a fait dans l'industrie automobile, fait dans l'industrie de l'aviation, que ce qu'on commence à faire dans l'industrie des batteries et des semi-conducteurs. Justement, j'allais poser la question à Naomi qui est à Bruxelles. Est-ce que vous j'imagine, vous poussez à une industrie collective, une force, on va dire, européenne? Est-ce que ça se dessine, ou est-ce que là aussi, on est chacun, comme dans les réglementations nationales, renvoyé dans nos limites, dans nos petites frontières nationales au sein de l'Europe? Oui, alors vous imaginez bien déjà, parce que en effet, Solar Power Europe, peut-être l'impression comme ça, mais on a beaucoup de producteurs européens, dont du leurre, et puis sur la chaîne de valeur photovoltaïque. Et en effet, depuis 2020, on a été très actifs pour le redéploiement d'usines en Europe, avec un objectif stratégique de couvrir, disons, un tiers du marché en 2025. Je pense que c'est possible. Je rejoins ce que disait Gaëtan sur la qualité de l'industrie européenne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un gros choc par l'Inflation Reduction Act, qui s'est ressenti politiquement, je pense, beaucoup sur les voitures électriques, qui suivait ce que l'Inde avait déjà pu faire avec le Production Linked Incentive, qui consiste en fait à des subsides massifs sur toute une chaîne de valeur et de manière très claire. C'est-à-dire qu'on a, par tonne de produits, une certaine subside pour plusieurs années. Et en parallèle, on a du local content, donc c'est-à-dire qu'on a un bonus à l'installation si le produit est produit sur le sol américain. Donc l'Europe, par rapport à ça, est en train de chercher sa voie. Ça avait déjà commencé avec la question des batteries, avec la question des semi-conducteurs. Je ne pense pas forcément que ce sera la même que celle des États-Unis ou de l'Inde, mais elle cherche définitivement sa voie. On a eu plusieurs initiatives. Donc demain, on lance à Bruxelles l'initiative et l'Alliance industrielle pour le solaire. Il y a eu la proposition portée par l'Allemagne d'une plateforme pour les technologies propres en Europe. Donc c'est possible et l'Europe réfléchit, mais il y aura différents éléments à prendre. Par exemple, on a une forte politique de concurrence qui ne permet pas à certains États de financer leurs propres industries et puis de sécuriser leur marché pour leurs propres industries. Donc c'est quelque chose de très bon en Europe, mais en effet, ça empêche d'arriver au même niveau de subsides qu'aux États-Unis. C'est en train de bouger. Il y a quelques minutes, la commissaire pour la concurrence a dit qu'elle travaillait sur une évolution de l'aide.
Il y aura aussi des questions de budget. On est quand même un continent impacté largement par une crise du coût de la vie. Donc suite à la crise du Covid, donc il y aura une question de trouver les ressources financières, mutualiser les ressources financières. Il y aura aussi la question du local content, enfin du Buy European que Macron a proposé, qui sera qu'il faudra gérer de manière délicate, parce que si on Buy European mais qu'on ne produit pas European, on aura rapidement un problème. Et à cet égard, il y a quand même une réglementation sur les achats publics en Europe qui permet de favoriser, par exemple, la production locale, qui est, à mon avis, sous-utilisée et qui pourrait être déjà un bon début avant de rentrer dans du Pro-Buy European. Voilà. Merci Naomi. Pour compléter peut-être avec la France au sein de l'Europe, si moi je suis en tant qu'installateur, en tant que maître d'ouvrage, collectivité, très sensible à cette question du matériel, alors pas local pour du local, mais parce qu'il contient de l'emploi local, parce qu'il y a des valeurs éthiques derrière, etc. Est-ce que dans 2023, 2024, 2025, j'ai en face du matériel qui sera davantage européen et français? Où en est-on là-dessus, nous? Alors, 2025. 2025, je suis assez d'accord. Il y a des temps quand même incompressibles dans l'industrie, en partie parce que les industriels qui font des usines sont confrontés au même problème que les développeurs de projets solaires. Il leur faut trop de temps pour obtenir des permis. Il y a aussi le fait qu'ils répondent à un appel de marché. C'est-à-dire qu'en France, on a cette vision un peu communiste ou soviétique qu'on peut construire une industrie ex nihilo en l'absence de marché et que le marché apparaîtra comme par magie. Mais c'est l'inverse. On peut pas juste faire des AMI en disant allez-y, faites des usines, alors qu'on on a fait pendant longtemps moins d'1 gigawatt par an de solaire en France. Qui voudrait aller s'installer là-dedans? Et on est en train de faire la même erreur dans les électrolyseurs, je le dis au passage. On est en train de mettre des milliards pour construire des usines d'électrolyseurs, mais alors par contre, pour ce qui est d'investir dans des électrolyseurs et faire de l'hydrogène, bon courage. Et donc, le problème, il est là. Et je pense que si on arrive à développer ou débloquer avec cette loi d'accélération des renouvelables, et vous aurez compris que je crains que ce soit mal parti, mais si on arrive à débloquer le marché, effectivement, ça crée une incentive assez forte pour venir produire des panneaux en France, et à partir de 2025, même après, en tout cas, ça créera des usines. Mais il y a aussi le sujet de la souveraineté. Moi, je pense vraiment qu'un problème qui peut se produire, c'est si le marché chinois continue de grandir comme il le fait aujourd'hui. Un jour, si vous cherchez à acheter des panneaux, vos fournisseurs ne vous répondront plus parce qu'ils desserviront leurs demandes domestiques. Et donc, il faut qu'on se réveille assez vite collectivement pour construire nos propres usines, parce que sinon, on va réellement être embêté. On a un argument qui est de dire le nucléaire arrive dans 15 ans et le solaire, c'est la seule énergie qu'on peut construire tout de suite, mais on risque même de ne plus avoir ça si jamais on ne se met pas à produire des panneaux nous-mêmes. J'avais une dernière question pour vous. Alors, c'est notamment pour Dominique Charzat, mais ça peut être pour vous, Antoine, Naomi. La progression de l'autoconsommation, donc qui est vraiment sortie du trait au niveau français même, où on n'était pas non plus très en avance par rapport à nos voisins belges. On sent qu'il y a une appétence, évidemment. Il y a une demande sociétale qu'on a sentie sur Energaia très très fort. Est-ce que cette progression va continuer à ce rythme selon vous? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la filière photovoltaïque et pour les renouvelables en général, ou est-ce que c'est à contrario un risque de gâchis, notamment on l'a entendu, un gâchis de toiture, parce qu'on dirait que sur des toutes petites micro-installations pour couvrir en gros le talon de consommation, voilà. Quel est votre sentiment, votre vision par rapport à ça? Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour le développement du photovoltaïque. Il y a vraiment effectivement une attente forte de consommer local et produire localement des énergies renouvelables. Et puis, il y a un besoin. Juste un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électricité représentera, ça c'est une étude RTE, en 2050, 55% de l'énergie primaire en France. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc, on va avoir une croissance de nouveaux usages et donc de nouveaux besoins. Et il me semble que l'énergie solaire et le photovoltaïque peuvent accompagner le développement de ces nouveaux usages. Je pense notamment à la mobilité électrique. Il me semble qu'il serait très important que les projets photovoltaïques soient bien associés aussi à des projets d'équipement, d'installation de recharge de véhicules électriques, notamment sur l'ensemble des parkings qu'il va falloir qu'on équipe. Il y a énormément de potentiel d'équipement de parking. Le modèle du véhicule électrique, 17 millions de véhicules en France en 2035. 17 millions de batteries également, vous voyez.
17 millions de batteries qui auront vocation à être rechargées avec des énergies renouvelables et avec du solaire pour pouvoir éventuellement apporter d'ailleurs un service au réseau pour passer quelques pointes. Et on voit bien qu'on en a besoin et qu'on en aura encore de plus en plus besoin dans les années qui viennent. Donc ce modèle-là, c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense, pour le solaire, pour le photovoltaïque, de développer un modèle où on consomme localement, on produit localement, on utilise l'énergie solaire quand elle est disponible, notamment pour les nouveaux usages, pour la mobilité électrique, et peut-être même pour contribuer à passer des pointes sur lesquelles on peut avoir des difficultés sur le système français, qui a un équilibre entre du nucléaire et des énergies renouvelables, et un système totalement décarboné, ce qui n'est pas complètement le modèle européen quand même, hein. On peut le rappeler. Hein. Donc il y a un petit cocorico là-dedans quand même. Antoine. Non, juste un complément. J'entends l'argument qu'on a souvent entendu, hein, de dire l'autoconsommation, c'est pas optimal. Ça fait des passagers clandestins du système parce que le 20 février à 20h, ils vont quand même utiliser le réseau et en plus, ça va être sous-optimal parce qu'on va équiper qu'une partie de la toiture et pas la totalité. Je pense que c'est des arguments qu'il faut déconstruire. En tout cas, on est en mesure de pouvoir aujourd'hui apporter des réponses à ça. C'est le mécanisme qui permet de le gérer. Par exemple, si on met en place une bonne manière de valoriser le surplus ou un bon marché secondaire pour la revente d'électrons du surplus, par exemple dans une boucle d'autoconsommation collective, il n'y a rien qui interdit de penser qu'on peut recouvrir toute une toiture, même si la consommation du bâtiment ne l'est pas. Donc, il faut que les pouvoirs publics prennent un peu leur responsabilité là-dessus. En France, ils ont commencé à le faire et il faut que ça continue. Et après, il y a quand même des mesures à prendre pour accélérer. Parce qu'aujourd'hui, on a fait en France à peu près 1 gigawatt en cumulé depuis 10 ans d'installation en autoconsommation. Et Enerplan, donc, qui est membre de France Territoire Solaire et qui a fait des propositions sur l'autoconsommation, propose, moyennant quelques mesures très simples, qu'on puisse passer à 1,5 gigawatt par an d'installation d'autoconsommation. Et c'est des mesures vraiment pas compliquées. Je serais heureux d'en discuter. Premièrement, être en déclaratif jusqu'à 100 kW, donc arrêter avec tous les sujets d'attente d'autorisation. À pas de consuel en dessous de 10 kW. Pas de demande d'attestation au gestionnaire de réseau. Alors je sais que c'est peut-être pas au-dessous d'un certain seuil, etc. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui fait consensus, mais aujourd'hui, ça ralentit beaucoup les projets d'attendre toute cette paperasse qui s'accumule. Sur les copropriétés, il faudrait que les absents soient réputés favorables, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Si vous dites que les absents sont réputés favorables, vous allez voir plein de copropriétés s'équiper d'installations d'autoconsommation. Pour les assurances, c'était l'objet de la table ronde d'avant, je pense que c'est un vrai sujet d'assurer les projets. On pourrait dire, mettons en place un fonds de garantie et de réassurance pour tout ce qui est dommages ouvrages et responsabilité civile décennale. Alors là, ça va régler aussi un certain nombre de problèmes dont l'autoconsommation bénéficiera. Et puis enfin, pour les collectivités, on peut imaginer des systèmes dans lesquels le surplus des bâtiments qui sont équipés d'autoconsommation puisse être fléché vers les bailleurs sociaux, les précaires, etc. Et que ce surplus-là puisse apporter comme ça une vraie valeur pour les élus qui puissent dire regardez, c'est pas juste un bâtiment qui en bénéficie, toute la collectivité va en bénéficier. Bon, je vous ai donné 4 mesures, il y en a 50, Enerplan les a publiées. On peut passer à 1,5 giga par an d'autoconsommation, d'autres pays européens le font, et ça ne va pas du tout contribuer au blackout ou à la ruine du système électrique comme certains ont pu l'affirmer. Naomi, peut-être une vision européenne sur ce sujet de l'autoconsommation ? Oui, rapidement. Oui. Juste 3 points. Je vous disais, est-ce que le marché d'autoconsommation va se développer ? Je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens. Il faut qu'on utilise les toitures pour déployer du solaire parce qu'il y a un énorme potentiel. Au niveau européen, on avait une étude du centre de recherche européen qui disait qu'on pouvait remplir 25% de la consommation électrique. C'est probablement plus si on prend en compte les façades, etc. Donc, il faut mobiliser ce potentiel et l'autoconsommation sera un moyen de mobiliser le potentiel. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait de regarder l'autoconsommation presque comme un moyen d'effacement de consommation. On a, au niveau européen, on voit passer beaucoup de projets sur l'effacement de consommation où toujours le problème, c'est de faire comprendre au consommateur que non, faire du smart charging avec son véhicule électrique, ça va pas l'empêcher d'aller faire son trajet quotidien. Avec solaire sur toiture et recharge, par exemple, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre pour le consommateur et pourquoi pas envisager l'autoconsommation comme une solution d'effacement de consommation dans ce sens-là. D'autant que, pour faire le lien avec le niveau européen, on a au niveau européen, depuis fin septembre,
des objectifs de réduction de la demande électrique totale et du pic d'électricité pour passer l'hiver. Et après, troisième et dernier élément pour rejoindre ce que disait Antoine, je pense qu'on a besoin aussi de la part des GRD de visibilité sur la partie ou les éléments de la connexion réseau qui peuvent être simplifiés. Il y avait des propositions d'avoir une autorisation de connexion réseau sur notification simple auprès des GRT au niveau européen, et ça a été retoqué parce que les GRD européens n'ont pas été capables de soutenir cette proposition ou freiner les casse-fers. Peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus ambitieux. Merci Naomi. Est-ce que on finit en questions ensemble? Juste quelques questions, quelques remarques par rapport à ce que vous avez entendu. J'ai vu des fois des visages réagir, donc peut-être autant partager avec nous votre étonnement, vos suggestions. Vous pouvez lui passer le micro, merci. Présentez-vous. Bonjour. Ça marche ou pas ? Ah ok, d'accord. Bonjour, Tatiana Serova pour Argus Media. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le plafond de rente des producteurs inframarginaux. J'ai cru comprendre que le solaire était exclu de ce que vous avez dit. Je voulais savoir, ce projet est toujours en discussion et comment vous avez eu cette info? Alors, merci. On parle de les 100 €, le cap du PLF 2023. Alors, le solaire est parfaitement dedans, non, malheureusement. Ce qui est exclu, ce sont les revenus pendant la période de 18 mois avant de déclencher le contrat de complément de rémunération. Donc, pour le solaire qui bénéficie d'un mécanisme de soutien tarifaire. Mais le solaire en PPA, le solaire hors mécanisme de complément de rémunération est soumis comme tous les revenus de marché. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'exclusion solaire. Merci. Une autre question? Alors moi, sinon, j'en ai une. Peut-être ça sera la dernière, du coup, je me l'autorise. Vous avez évoqué l'agrivoltaïsme en disant ça ne va pas forcément dans le bon sens. Moi, j'aurais aimé que vous détailliez un tout petit peu plus ça, parce que ça a été un sujet aussi, c'est important, un sujet de l'agrivoltaïsme où on a du mal à y voir clair. Est-ce que là, ça va vers plus de contraintes, en fait, c'est ça? Alors, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme n'existe pas dans la réglementation, à part dans les AO creux, à part dans quelques éléments. La vision 2023 de l'EPGL accélération et la loi d'accélération qui va lancer un grand tremplin d'agrivoltaïsme. Alors là, on va être en phase avec ce qui a été dit. Je crois qu'on n'y sera pas du tout en l'état du texte. C'est contraint. Il faut attendre les décrets. Il va y avoir des décrets d'application qui vont définir. Les principes sont posés dans la loi, mais les textes d'application vont définir au fur et à mesure les conditions qu'on n'a pas encore. Il y a des contraintes de permitting extrêmement lourdes qu'on n'attendait pas. En fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant, une méfiance, alors que ça faisait des années qu'on parlait de l'agrivoltaïsme, qu'on attendait ce grand mouvement. Et je pensais, alors à tort, visiblement, en tout cas, je n'avais pas mesuré que les syndicats agricoles allaient faire une remontée aussi forte sur le sujet. Je pensais que c'était attendu et que la libéralisation allait être assez forte. Les contraintes de permitting sont très fortes. On a parlé de l'avis conforme de la CDPENAF, de toutes les contraintes de l'obligation de démantèlement si vous perdez l'exploitation en dessous, alors qui sera déterminé par décret dans quel délai, mais si vous financez avec une banque votre installation et qu'il y a un risque que vous deviez démanteler parce que vous n'avez plus d'exploitation agricole, ce qui n'est pas forcément de votre fait, vous faites porter un risque sur le maintien de l'installation. Déjà, ça ne correspond pas à un permis de construire, ça veut dire une nouvelle autorisation. Est-ce qu'on va vers de l'ICPE agrivoltaïsme? Alors a priori, ce n'est pas du tout dans les tuyaux. Mais à terme, pour installation classée, classée, oui, un régime d'installation classée de contrôle d'exploitation qui n'est pas du tout en place aujourd'hui, qui n'est pas évoqué, mais qui peut-être sera contraint, puisque vous ne pouvez pas contrôler l'exploitation sur un permis de construire, en principe. Mais avec toutes les contraintes qu'il pose, c'est les questions qu'on finit par se poser, qui ressortent. Et il y a une petite inquiétude sur ce grand mouvement qu'on aurait espéré, qu'on attend, que certains devancent. Et là, effectivement, il y a donc plutôt des nuages sur l'agrivoltaïsme, alors qu'effectivement, on peut attendre, en tout cas pour une réponse collective, toujours pareil. C'est peut-être ce que j'entends aussi au niveau européen, par ailleurs, c'est qu'on a du mal encore à raisonner de façon collective, alors pour le coup entre pays et aussi entre filières, puisqu'on oppose les uns aux autres. On n'a pas encore cette vision sociétale commune pour aller vers cette fameuse transition énergétique. Mais on va garder le moral quand même. On va se souhaiter une bonne fin de Salon Energaia. Merci à vous d'être venus nous écouter jusqu'à la fin. Merci aux intervenants. Merci Naomi. Voilà, et rendez-vous pour 2023 pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. À bientôt.